3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous, le responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Anthony Morlet-Lavidali d'être avec nous également. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes économiste au pôle macro-conjoncture de Rexecode et Didier Borowski à nos côtés également. Bonsoir Didier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute. Didier, est-ce que Jérôme Powell a anéanti le risque de récession aux États-Unis, au moins pour 2024, en signalant la semaine dernière que la Fed était ouverte, très ouverte à l'idée même, d'ajuster ses taux directeurs, le réglage de sa politique monétaire au fur et à mesure que la désinflation allait se poursuivre, tel qu'anticipé en tout cas par la Réserve fédérale américaine. Est-ce que ça permet de supprimer ce risque de récession, au moins pour les prochains mois et les prochains trimestres aux États-Unis? Ça permet de supprimer en tout cas le risque de récession profonde. Récession légère, compte tenu des délais d'action de la politique monétaire, ça va dépendre de la consommation des ménages essentiellement, de l'investissement aussi, mais de la consommation des ménages qui a été vraiment portée excessivement par l'épargne. L'épargne n'est pas complètement épuisée, loin s'en faut, mais disons que la thématique de l'épargne excédentaire formée pendant la période du Covid, celle-là, elle ne supportera pas autant que cette année la consommation. Donc on a une consommation qui devrait quand même ralentir assez nettement. Alors ceci dit, il est clair que la désinflation génère des revenus réels, on a un marché du travail qui se porte quand même correctement, donc on peut en effet avoir un ralentissement marqué sans avoir de récession. En tout état de cause, on a sur la période récente, au cours des dernières semaines, un assouplissement spectaculaire des conditions financières. La bourse au plus haut, les taux d'intérêt qui baissent, le dollar qui recule, donc ça ne va pas avoir un effet immédiat sur l'activité économique, mais c'est clair que c'est une façon aussi de stabiliser les conditions macroéconomiques à un horizon 6-9 mois. Ce qui va se passer dans les 6 prochains mois dépendra davantage du consommateur américain et de la façon dont il réagit en fait à la désinflation et dans quelle mesure il continuera de puiser ou pas dans son épargne. Il nous semble que là, il n'y a plus vraiment de gras, je veux dire, du côté de l'épargne, et donc on devrait retomber quand même sur des rythmes de consommation beaucoup plus ralentis par rapport à ce qu'on a connu au cours des derniers trimestres. Avec un facteur psychologique, une dimension comportementale importante. On l'a vu à travers les grandes enquêtes que suivent les investisseurs sur la confiance du consommateur américain. Il y a le Michigan, le Conference Board. Ces enquêtes sont très polarisées, évidemment, en fonction des appartenances politiques et des uns et des autres aux États-Unis. Néanmoins, on avait jusqu'à présent l'idée que le consommateur américain estimait vivre dans une forme de récession, ce qu'on appelle aux États-Unis la vibecession, c'est-à-dire c'est la récession du ressenti, ou en tout cas la perception d'une économie qui ne va pas aussi bien que ce que nous disent les données macro ou les indicateurs macro qu'on suit. Est-ce que ce phénomène-là peut quand même se renverser à un moment? On a vu l'enquête du Conference Board là, qui a été publiée en début d'après-midi. On a une vraie marche à la hausse dans le sentiment de confiance du consommateur américain désormais. C'est sûr que la détente des conditions financières va dans le bon sens. Est-ce qu'elle est suffisante, je veux dire, c'est une évidence, mais les taux d'inflation qui baissent, c'est pas des prix qui baissent. Donc je pense qu'il y a toujours des problèmes de pouvoir d'achat pour certains ménages, et ces ménages-là savent très bien qu'ils ont tiré en grande partie sur leur épargne pour pouvoir soutenir leur niveau de consommation. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils vont revenir dans des niveaux de consommation aussi élevés? Non. Donc de notre point de vue, il y a quand même un risque d'aplatissement de la croissance assez net, voire de petites récessions d'ici à 2024. Mais c'est vrai qu'il va falloir surveiller l'impact de ce qu'on voit sur les conditions monétaires et financières, parce qu'il y a un assouplissement qui est quand même sur la période récente assez net. Mais sans doute exagéré aussi. Et c'est ça le sujet. C'est-à-dire que les marchés ont entièrement réagi au ralentissement de l'inflation, anticipant des baisses de taux agressives dès le mois de mars prochain. C'est pas du tout, à mon avis, la fonction de réaction de la Réserve fédérale. Il y a bien sûr des marges de manœuvre l'an prochain pour baisser les taux en ligne avec l'inflation sous-jacente et pour stabiliser le taux des Fed Funds réels, mais il n'y a pas de volonté de mener une politique monétaire extrêmement accommodante. Ou alors, les marchés de taux ont raison, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans un ajustement côté croissance beaucoup plus marqué. Mais rien que pour l'inflation, il n'y a pas de raison pour la Réserve fédérale de baisser ses taux d'intérêt de façon agressive à compter du mois de mars. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, le signal envoyé par Powell, visiblement, était tellement fort que toutes les tentatives de rectification des différents banquiers centraux américains sont pour l'instant vouées à l'échec. Le marché n'entend pas ceux qui essayent de repousser un peu ces anticipations de baisse de taux. Le marché entend ce qu'il veut entendre, notamment en fin d'année, mais par contre, ça ne va pas dicter la fonction de réaction de la Réserve fédérale.
Donc il y a un optimisme exagéré des marchés obligataires et des anticipations de politique, qui vient des anticipations de politique monétaire, et par conséquent un optimisme exagéré aussi sur les bourses, parce que le rallye, on reviendra dessus, mais du côté des actions est entièrement guidé par ce qui s'est passé en termes de taux d'intérêt. Et ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt est directement lié à ce qui s'est passé sur les rythmes de désinflation récemment. Donc la désinflation ne va pas se produire au même rythme que ce qu'on a vu au cours des derniers mois, ça va être probablement plus volatile que dans les mois qui viennent, donc on va retourner vers les 2%, bon an, mal an, d'ici la fin de l'année prochaine. Ça ouvrira naturellement la voie des baisses de taux. Nous, on anticipe 150 points de base de baisse de taux, mais par contre, elles viendront probablement un petit peu plus tardivement que ce qui est aujourd'hui anticipé. Et l'idée de base, pour moi, c'est la stabilisation du taux réel des Fed Funds. Il n'y a pas de raison de laisser le taux de Fed Funds nominal à ce niveau-là, si, de façon très claire, l'inflation sous-jacente ralentit de façon très nette. Il faut à minima stabiliser le taux réel des Fed Funds, c'est tout. Anthony, je sais que le track record de la Fed en matière de soft landing est assez faible. Néanmoins, on a quand même le sentiment que ce qu'on décrit comme l'atterrissage en douceur de l'économie américaine est un scénario qui a aujourd'hui une probabilité peut-être maximum. Oui, complètement. C'est-à-dire que Jérôme Powell est en train de réussir ce que personne d'autre n'a réussi par le passé. En tout cas, faire très peu ralentir la croissance et la maintenir sur un rythme proche de son potentiel. Et on voit bien qu'il a réintroduit là, de la forward guidance. C'est-à-dire qu'on a quand même une baisse de l'incertitude qui est assez forte. Le rythme de désinflation, même si on peut discuter de son niveau et à quel niveau va descendre l'inflation. Mais globalement, on est quand même sur une trajectoire qu'on peut anticiper, qu'on est capable d'anticiper. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un pivot historique et que probablement les marchés de taux et les marchés actions ont réagi très fortement, mais parce que voilà, il a donné un petit peu de visibilité alors que jusque-là on était data dependent. Donc forcément, ça joue énormément dans les conditions financières. Et je pense également que la Fed a en tête que la croissance 2024 sera probablement bien moins élevée que ce qu'on a connu en 2023, parce que les deux facteurs principaux qui ont soutenu la croissance, c'est la consommation des ménages d'une part, mais avec une consommation de la surépargne qui arrive quand même en bout de course, c'est-à-dire que probablement au premier semestre 2024, il n'y aura plus de surépargne qui pourra stimuler cette consommation. Et d'autre part, il y a eu un déficit public américain qui a été colossal. L'impulsion budgétaire, c'est-à-dire la variation du solde public, c'est 4 points de PIB aux États-Unis. On n'aura pas ça en 2024. Donc les deux gros drivers qui ont fait cette résilience ne seront plus là en 2024. C'est peut-être aussi pour ça que la Fed veut soutenir un petit peu la croissance à l'avenir. Si la Fed est un peu plus forward-looking, avec le mandat dual, effectivement, et quelque chose de beaucoup plus balancé entre le besoin de lutter contre l'inflation et de soutenir la croissance, quels sont les types d'indicateurs macroéconomiques qui vont être déterminants pour la fonction de réaction de la Fed désormais ? Je pense qu'évidemment, la Fed surveille beaucoup à la fois le pouvoir d'achat des ménages pour voir à quel point est-ce que ça peut continuer à tenir sur cette lancée en termes de consommation. Donc revenus, disponibles, réels, etc., ce genre de données-là ? Tout à fait, sachant que comme on a une désinflation qui est quand même plus marquée qu'on l'anticipait jusque-là, ça redonne évidemment un peu de pouvoir d'achat, même si eux, les salaires également sont plutôt orientés. En tout cas, on a une décroissance de ce côté-là aussi. Et elle va probablement surveiller l'investissement, parce qu'on a vu que l'IRA avait extraordinairement bien fonctionné sur les investissements en construction. On voit qu'on plafonne un petit peu maintenant. Ça va être surveillé de très près, puisque si ces deux moteurs-là aussi tentent à freiner, ça va inciter quand même la Fed à aller assez vite. Et en plus, on remarque toujours que par le passé, à partir du moment où la Fed enclenche son pivot, donc déclenche des baisses de taux, ça va très vite. C'est-à-dire que c'est pas par petits pas. C'est-à-dire que dès lors que les taux baissent, une fois que la balle est partie, ça part très très vite à la baisse. Donc est-ce qu'on peut imaginer, parce que là tout le marché se cale sur des pas à la baisse de 25 points de base, mais bon, on l'a vu dans la phase de remontée des taux, 25 points de base, c'est pas gravé dans le marbre. Hein. Non. On peut imaginer, pourquoi pas, des pas à la baisse de 50 si mais on pourrait même besoin. imaginer des pas de 50 points de base, mais plus tardivement. C'est ça, voilà. Dans vos 150 points de base, plus tardivement. Mais parce qu'en fait, l'idée, ce sera de réagir à une séquence observée de désinflation tant que l'activité économique ne chute pas. La priorité, c'est pas aujourd'hui Il faut bien avoir en tête que le rythme de croissance de l'économie américaine, fin d'année, on sera probablement proche de 3%. C'est bien au-dessus du potentiel, en réalité, la croissance. Et c'est ça qui n'a pas été anticipé il y a un an. C'est qu'on est aux États-Unis une croissance bien au-dessus de la croissance potentielle. Donc il n'y a pas péril en la demeure du côté de la Réserve fédérale si la croissance s'aplatit. Le nerf de la guerre, ça reste encore le rythme d'inflation. Et comme il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le nouveau régime d'inflation dans lequel on entre, ils vont vouloir avoir une confirmation d'une belle séquence désinflationniste avant d'agir. Et après, s'ils veulent vraiment ramener le taux d'intérêt réel à son taux d'équilibre, alors ils peuvent agir par pas de 50 points de base s'ils sont rassurés. Mais le principal déterminant, ça va être davantage l'inflation que l'activité économique. D'accord. À mon point de vue. D'accord. C'est la confirmation du rythme d'inflation. Je ne pense pas qu'ils aient des velléités de relancer l'activité, tout simplement parce que c'est même si la croissance s'aplatit sur un trimestre après les performances incroyables de l'année 2023. Bon, quelle fin d'année, qu'est-ce que ça implique en tout cas pour les investisseurs, ce pivot
surprise, non, on l'attendait, peut-être pas aussitôt pour certains. Et comme le disait Didier, tout part des taux. C'est-à-dire que le rallye obligataire s'est encore intensifié depuis Powell. Et effectivement, les marchés actions en profitent à nouveau largement. Très clairement, ce qu'on a vu depuis maintenant 2 ans, c'est que les marchés actions étaient une fonction seconde des taux, avec une influence directe sur le multiple de valorisation des marchés actions. Et de ce point de vue-là, la baisse des taux, ça ouvre la place pour un peu de revalorisation et de re-rating, de revalorisation du multiple. Alors d'autant qu'en Europe, on était revenu sur des valorisations qui étaient quand même très en deçà des moyennes de long terme. Les moyennes de long terme sur le Stoxx européen, on est à peu près à 14,5. À fin octobre, on était tombé aux alentours de 12. On est remonté un petit peu, donc on devait être toujours en dessous des 13. Donc on a encore 15% pour revenir sur la moyenne. Maintenant, la question, c'est est-ce que les marchés n'ont pas été trop rapides à anticiper ces baisses de taux ? Parce que on voit que quand même, oui, on a une chute de l'inflation observée sans conteste. Il y a quand même des facteurs qui sont liés à l'énergie. L'énergie, si le conflit au Moyen-Orient devait se durcir, on voit que déjà les pétroliers vont devoir faire le tour de l'Afrique. Alors, c'est pas une vraie rupture dans la chaîne d'approvisionnement, mais néanmoins, ça peut entraîner des disruptions et donc on peut avoir une remontée qui pourrait venir casser ce rythme de désinflation. Donc, Première interrogation. L'autre point qui pourrait aussi susciter des questions, c'est que on a beaucoup anticipé, mais on voit qu'il y a quand même une résilience de l'inflation sur certains segments. Les services continuent à présenter aux États-Unis, toujours pas mal d'inflation. Oui. Et ça peut faire qu'on pourrait avoir effectivement une baisse des taux, pas nécessairement dès mars. Or, c'est ce qui est en train de pricer le marché. Je comprends. Et finalement, ce retard dans la baisse des taux, ça peut dérégler un petit peu ce scénario parfait pricé par les marchés. Ça pourrait constituer un début de questionnement et dire finalement, si on baissait moins, et du coup, on pourrait revenir sur cette hausse. Nous, aujourd'hui, il nous semble que les marchés actions en Europe, principalement, ne sont pas excessivement valorisés et donc on n'a pas trop de problèmes. Aux États-Unis, les valorisations sont revenues plus proche des moyennes et long terme, même si, en réalité, ça cache aussi une polarisation entre les 7 magnifiques, qui seraient toujours avec des valorisations au-delà des moyennes et long terme, à savoir si les moyennes de long terme pour ces titres-là veulent dire quelque chose. Veulent dire quelque chose. Sur ces titres-là, on a quand même des titres aujourd'hui qui, dans leur forme actuelle, ont des modèles économiques avec des rendements marginaux croissants. Donc effectivement, on peut se dire que finalement, ça mérite des multiples plus élevés. Mais en revanche, si on retraite de ces 7 magnifiques, on s'aperçoit que les 493 autres valeurs du S&P, elles seraient en ligne avec les moyennes de long terme. Donc même là, on pourrait avoir une revalorisation. La question qui va se poser en 2024, me semble-t-il, ça va être celle de la direction des résultats d'entreprise. Et là, une fois l'effet taux, l'effet revalorisation consommé, est-ce que le momentum bénéficiaire est aussi un moteur ? L'évolution des marchés, c'est des résultats d'entreprise multipliés par un multiple de valorisation. Donc le multiple, il évolue en fonction des taux, si on caricature. Les résultats d'entreprise, c'est fonction de l'activité économique. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même eu un ralentissement de l'activité qui a été plus marqué sur la deuxième partie de l'année, notamment sur la partie consommation des ménages américains. Et la consommation des ménages américains, on en a longuement parlé, mais la consommation des ménages, c'est 60% de la croissance du PIB aux US. Donc c'est fondamental. Donc si effectivement on a une croissance plus ralentie de la part des ménages, ça peut remettre en cause les perspectives de croissance qui sont pour l'an prochain de l'ordre de 7%. 7%, on a vite fait de se retrouver à zéro. Donc en réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance d'earnings attente. D'accord. Quand on regarde les agrégats, je comprends. Après on trouve toujours des sociétés qui, dans cet environnement-là, oui, bien sûr. Mais dans l'ensemble, au niveau indiciel, j'entends. Donc en fait, si on regarde multiples, plutôt une espérance de remontée. Côté résultats, une réaction plutôt neutre, pour l'instant légèrement positive, mais plutôt neutre. Et la troisième jambe, c'est le dividende. Et le dividende, pour le coup, en Europe,
Ça reste un facteur de soutien important. Le rendement du marché aujourd'hui en Europe, il est pas loin de 4%. On rajoute à ça les buybacks. Donc on arrive facilement à construire un scénario sur l'Europe où en fait, on peut avoir une espérance de gain sur les marchés actions. Alors ça ne sera pas linéaire et ça sera, à mon avis, plutôt sur la fin d'année que sur le début, compte tenu de ce qu'on a déjà fait là maintenant, mais de l'ordre de, on va dire, entre 7 et 11%, qui est 4% de rendement, qui sont quasiment garantis, plus un petit peu d'expansion de multiples et des résultats qui seraient une progression des résultats d'entreprise qui serait à 0. Et en faisant 4 plus 7, on arriverait à 11, et 7%, ça veut dire qu'on n'a pas complètement fermé le gap de valorisation par rapport à la moyenne de long terme. D'accord. Donc on peut construire un scénario où on a des rendements sur les marchés actions européens d'un petit 10%. Ouais, des rendements normaux, quoi. Des rendements. Non, mais oui, des rendements normaux. Qu'est-ce qui compte pour les actions européennes et pour les taux européens? C'est ce que dit la Fed ou c'est ce que dit la BCE, Didier? Je pense que les deux banques centrales sont très suivies, mais le rallye obligataire, il s'est produit avec un double assouplissement dans la tonalité des banques centrales, même s'il est plus marqué du côté américain, du côté européen. On n'aura pas, le rallye obligataire ne va pas se poursuivre. Donc il n'y a pas de moteur pour les bourses en début d'année prochaine. Il n'y a pas de vrai moteur. Parce que le moteur, à ces niveaux-là, moins de 4% sur le 10 ans américain, moins de 2% sur le 2 ans allemand, on a consommé la réappréciation de l'obligataire en termes de taux d'équilibre de façon simple. Oui, je comprends. Croissance du PIB nominal, plus une prime de risque, etc. La croissance, on raisonne en croissance potentielle. Là, les taux 10 ans américains, il est probablement en deçà de son niveau d'équilibre. Déjà. Je veux bien qu'on revienne très rapidement sur un niveau mais on ne tient pas compte de la dérive budgétaire qui va s'aggraver dans les années qui viennent. Donc il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour baisser davantage, sauf récession et choc économique. Et là, on se protège contre les... Donc, en effet, si on a un choc sur les actions, mécaniquement, les obligations vont payer. On croit vraiment au fait que la corrélation redevienne négative. Et donc les obligations seront protectrices contre un choc sur les actions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme le rallye action a été complètement conduit par ce qui s'est passé sur les obligations, on n'aura plus ce moteur et on va se refocaliser très rapidement. Sur les fondamentaux. Sur les fondamentaux, moins de croissance, moins de marge bénéficiaire. Le risque, il est asymétrique sur les marges des entreprises. L'an prochain, il est asymétrique. Et donc, il y a trop de profits qui sont anticipés par les marchés. Donc, ça peut légitimer une consolidation en début d'année prochaine. Donc, il va falloir être très vigilant en début d'année. Il y a une séquence qui sera favorable plus tard dans l'année, mais le fait que les petites capitalisations aient aussi fortement rebondi sur la période récente, on enjambe en gros la phase de ralentissement qu'on attend pour se positionner sur le rebond cyclique de l'économie américaine. À mon avis, on loupe une séquence dans cette histoire. Ah ouais. Voilà, donc attention quand même, être vigilant sur la première partie de l'année. Effectivement, c'est là où ça ne sera pas linéaire. C'est ça, et ça risque de ne pas être linéaire. Là, ça a été beaucoup trop linéaire et rapide sur la période. Là, c'est vertical. C'est pour ça que le début d'année, ils étaient un peu difficiles. Anthony, il faut quand même dire que ce rallye, il est alimenté par quelque chose qui est spectaculaire. C'est qu'on a à la fois eu plus d'activité qu'anticipé et moins d'inflation. C'est un monde qui, normalement, n'existe pas pour la Fed. Partant du consensus de début d'année qui nous disait que ce serait, pour 85% des économistes, la récession. Donc, c'est un consensus qui a été pris à contre-pied tout au long de l'année, jusqu'au pivot final de Jérôme Powell. La Fed adore parler de la courbe de Phillips, c'est de faire monter le taux de chômage pour ralentir l'économie et faire baisser l'inflation. On n'a pas eu du tout ça. C'est-à-dire que la courbe de Phillips, elle est parfaitement verticale aujourd'hui. On a fait baisser l'inflation sans faire du tout, sans que le chômage n'augmente très marginalement. Donc vraiment, c'est quand même un scénario assez boucle d'or. Et donc on peut comprendre effectivement qu'il y a un emballement, enfin à la fois une baisse des taux forte et une montée des actions qui a été spectaculaire. Mais il faut raisonner en termes d'asymétrie des risques. On est sur un chemin de crête. Complètement. On est sur un chemin de crête. Alors on peut tenir sur le chemin de crête si on est à droite, et c'est possible. Mais il y a quand même de fortes probabilités qu'on quitte le chemin de crête à un moment donné, qu'on n'ait pas une trajectoire linéaire et qu'on tombe soit dans une petite récession, un aplatissement très fort de la croissance qui sera désinflationniste, soit dit en passant. Et donc voilà. Et à l'inverse. Et à l'inverse, avoir une inflation qui tarde un peu à ralentir parce qu'en fait, elle a été un peu trop vite. Et là aussi, la trajectoire risque de pas du tout être linéaire. En laissant s'assouplir autant les conditions financières, c'est un risque que prend Powell quand même. Il nous a quand même bassiné avec Arthur Burns pendant un an. Oui, mais je pense que même pour la Fed, je ne serais pas surpris que dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent, on ait des discours qui consistent à dire que les conditions financières sont peut-être trop accommodantes. Ils essayent, certains le disent. Mais et ça va revenir. Mais personne ne veut entendre. On est en fin d'année, personne ne veut entendre. Je pense que il faudra des données aussi peut-être pour que le marché rectifie sa position. Il faut probablement des données aussi. À court terme, on va encore avoir une inflation sous-jacente extrêmement faible quand le PCI va être le déflateur. Vendredi là, oui bien sûr. Le PPI, on sait qu'il est faible a priori avec les données dont on dispose. Donc ça va maintenant que la correction va s'opérer sur les marchés obligataires. Mais attention, il n'y a pas beaucoup de marge pour voir les taux d'intérêt continuer de baisser et de nourrir les performances boursières. Anthony, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan de la conjoncture des trajectoires comparées entre les États-Unis et la zone euro l'an prochain? Alors, il y a eu la grande divergence.
Est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de reconvergence entre une Europe qui peut rester médiocre, mais qui peut rester médiocre longtemps, et des États-Unis qui vont connaître quand même à un moment un bas de cycle, peut-être au cours du premier semestre 24? Mais nous, c'est pas ce qu'on anticipe. Ouais. On pense que la zone euro va avoir une croissance l'année prochaine de l'ordre de 0,5%, ce qui est un rythme très faible, alors qu'on est bien plus élevé aux États-Unis. Quand bien même on repasse un peu sous la croissance potentielle, on reste. On va être à quoi, 1,5, 1,7 l'an prochain aux de grandeur. États-Unis. On est autour de, on va être un peu en dessous du potentiel qui est estimé à 1,8. Et donc on va avoir encore une divergence qui va s'accroître entre l'Europe et les États-Unis. Mais en même temps, quand on regarde la politique monétaire qui est menée en zone euro, c'est quand même assez étonnant de voir que Christine Lagarde n'entame pas ne serait-ce qu'un pivot ou en tout cas un discours un tout petit peu plus accommodant. Ça fait 4 trimestres qu'on n'a pas de croissance. C'est-à-dire que sur un an, la croissance de la zone euro, c'est 0. Le 4e trimestre, tous les indicateurs avancés que l'on possède, ils nous disent que globalement, ça va être du même calibre. Donc on va avoir 5 trimestres et le premier trimestre 2024 ne devrait pas être forcément génial. C'est un petit peu plus dur d'avoir des informations à cet horizon, mais globalement, on anticipe quand même une croissance toujours nulle à cet horizon. Donc ça fait 1 an et demi de parfaite stagnation. Donc vous vous éloignez toujours plus de votre tendance pré-crise. Aujourd'hui, on est quasiment 5 points en dessous de notre tendance 2015-2019. Les États-Unis sont à 0,5 en dessous. Donc ça montre un petit peu l'ampleur de l'écart qu'il y a. Et encore une fois, on a une politique budgétaire, nous, qui n'a pas du tout été celle qui a été menée aux États-Unis. On a resserré les budgets en 2023, notamment les pays du Nord, parce que la France et l'Italie, c'est sûr que notamment la France, de ce point de vue-là, elle n'est pas très glorieuse si je puis dire, mais en tout cas les pays du Nord avaient des marges de manœuvre qu'ils n'ont pas eu. Son rôle. Tout à fait. En tout cas, c'est pas chez nous que l'on attend une impulsion budgétaire. On attend une impulsion budgétaire des pays du Nord, et ça va pas du tout dans ce sens-là. On le voit très très bien. Et ça, c'est assez malheureux. Est-ce que ça veut dire quoi pour Christine Lagarde? La plus grande chance, c'est d'avoir une Fed qui bougerait assez vite en 2024 et qui lui permettrait de prendre la roue de Jérôme Powell assez vite? Ça paraît nécessaire, surtout que, comme on le disait, la durée de la transmission de la politique monétaire, elle est relativement longue. C'est-à-dire que si on continue de maintenir, et comme l'inflation baisse vite, les taux réels en réalité continuent d'augmenter, donc la politique monétaire se durcit en zone euro mois après mois, c'est quand même quelque chose d'assez négatif. On n'a déjà pas de croissance, jusqu'où on va aller dans ce sillage-là. On a une production industrielle qui est ressortie à plus de -6. Enfin, il y a un moment où quand même la situation en zone euro est assez inquiétante et elle mérite quand même un assouplissement des conditions monétaires. Et il y a double peine, puisqu'il y a la peine monétaire, mais il y a la double peine budgétaire. Donc en fait, on va être en policy mix restrictif l'an prochain, modérément restrictif du côté budget et clairement restrictif du côté monétaire, avec une croissance, comme ça a été dit, qui est déjà 0. Quoi. Et parenthèse, le draft, l'accord qu'on a franco-allemand, et l'Italie est également inclus dans ce deal sur le futur cadre budgétaire, les futures règles budgétaires européennes, par rapport à l'existant, enfin ou l'ancien, c'est un cadre qui va permettre un peu plus de marge de manœuvre. Mais déjà, enfin, un cadre budgétaire, parce que je veux dire, c'était l'Arlésienne jusqu'à maintenant, donc il semble bien en effet qu'il y a une annonce de l'Union européenne aujourd'hui très claire pour dire qu'on a convergé sur les règles budgétaires, mais ces règles budgétaires ne vont pas permettre aux États de mener une politique budgétaire très accommodante. Elle sera peut-être plus restrictif que ce qu'on a connu dans le passé. Ceci étant dit, le diable va être dans les détails de la vitesse d'ajustement. Il semble que les pays les plus endettés pourront faire un ajustement sur 7 ans. Quel type de correction budgétaire doit être faite chaque année? On attend encore les détails du programme budgétaire. C'est une bonne nouvelle dans l'absolu. Les règles budgétaires, en revanche, devaient être très, très contracycliques, simples à comprendre, etc. En fait, on accouche de règles qui sont compliquées, pas très flexibles, et qui, sur le papier en tout cas, risque d'être procyclique. Après, on verra comment chaque État s'organise avec la Commission européenne pour négocier ses programmes d'ajustement sur 4 ans et à quelles conditions les États les plus endettés pourront négocier le fait qu'ils devront rentrer dans les clous à un horizon 7 ans. Il y a l'idée de trajectoire un peu sur mesure en cas de dérive. Et ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord. Tout le monde là, il y avait un accord global pour dire on ne se remet pas en situation de gérer une crise comme la crise des dettes souveraines telle qu'on l'a faite. Non, ce sera du sur-mesure. Ça, c'est la bonne nouvelle, avec ce qu'on appelle des debt sustainability analyses, des négociations bilatérales entre la Commission européenne et chaque pays. Ceci étant dit, les Allemands ont gagné en termes d'affichage sur des règles budgétaires qui vont apparaître quand même, en tout cas sur le papier, comme étant un peu plus rigides et un peu plus dures. Et en tout état de cause, on n'aura pas, sauf choc, parce que là, il y a toujours les clauses de sauvegarde en cas de choc qui permettent de s'affranchir des règles budgétaires, mais sauf choc, on aura des politiques budgétaires qui ne seront pas aussi expansionnistes que celles qu'on a connues au cours des dernières années. Et donc là, on va avoir un problème, c'est comment avoir une croissance potentielle décente avec des politiques budgétaires et monétaires qui ne seront probablement pas au rendez-vous. Bon, Gilles, vous le disiez, sur les actions européennes, il y a un potentiel de revalorisation qui est réel.
Comment est-ce qu'on peut affiner un peu les choses? Moi, je constate, et tous les small capers en parlent là, depuis quelques semaines, ça semble aller un peu mieux du côté des segments de marché les plus petits en termes de taille, petite et moyenne capitalisation boursière. Historiquement, c'est quand même un signal d'un retour d'appétit pour le risque assez fort. C'est effectivement, les small caps avaient très largement bénéficié de la baisse des taux parce qu'effectivement, elles sont très liées à l'appétit pour le risque. Là, on a cette détente des taux qui vient un peu favoriser le retour sur la classe d'actifs. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que historiquement, c'est aussi une classe d'actifs qui présente une croissance, un taux de croissance ou un potentiel de croissance supérieur, ne serait-ce que parce que c'est un effet taille. C'est plus facile de croître quand on est petit que quand on est gros, en tout cas pour afficher des taux de croissance élevés. Et c'est aussi dans un environnement où on commence à avoir des taux de refinancement stabilisés ou en tout cas une visibilité sur les coûts de financement. C'est aussi un segment qui, souvent, a été un segment qui a été l'objet d'acquisition de la part des grands groupes qui viennent chercher leur croissance ou leur innovation dans ce cheptel. Et donc, effectivement, on va avoir un retour. Le fait de retrouver de la visibilité sur les coûts de financement, ça pourrait faire revenir également les opérations financières qui avaient complètement disparu. Donc, aujourd'hui, on a des valorisations sur les petites et moyennes valeurs qui sont revenus sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, y compris en relatif par rapport aux grandes capitalisations. On retrouve une légère décote, ce qu'on n'avait pas vu depuis près de 15 ans. Donc effectivement, on a sans doute des points d'entrée assez intéressants. Maintenant, c'est une optionnalité intéressante pour 2024. Faut être vigilant parce que les petites capitalisations, elles n'ont souvent pas la structure financière des grandes et elles sont beaucoup plus sensibles aux conditions de financement. Donc dans une économie qui ralentit, il faut être sûr de bien choisir son cheval. Pour être sûr de ne pas prendre une entreprise qui soit trop fragile, en tout cas qui soit indépendante financièrement. Et donc je pense qu'il faut être très attentif et très sélectif. Et je pense que on peut effectivement avoir une approche d'acheter la classe d'actifs. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un segment sur lequel il y a une surperformance qui peut être faite avec, au travers d'une sélection de valeurs affinée. Parce qu'il y a quand même des critères de survivance dans les crises qui sont quand même intéressants d'aller vérifier avant. Bon, voilà pour les small caps. Effectivement, je voulais bien aussi qu'on dise un mot de la Chine avec vous. Pour commencer, Anthony, bon, toujours facile de se faire peur avec la Chine. C'est l'éléphant dans la pièce, le maillon faible de l'économie mondiale, la démographie, etc. Enfin, on connaît tous les facteurs qui soulèvent beaucoup de défiance aujourd'hui, y compris chez les investisseurs quand on parle de la Chine. Il y a quand même, et je me réfère aux études de Rexecode ou d'autres d'ailleurs, Anthony, il y a quand même des poches d'investissement et de croissance spectaculaires dans l'économie chinoise. Je crois qu'un des chiffres qui m'a le plus frappé, c'est que partant quand même d'une politique zéro Covid qui a été très très dure en Chine ces dernières années, la Chine aura mis 2 ans pour passer de 0 voiture exportée à premier exportateur mondial de voitures. Oui, complètement, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur les voitures, alors ils ne partaient pas complètement de zéro, mais en tout cas, on était sur des niveaux extrêmement faibles. C'était de l'ordre de, on va dire, 500 000 véhicules exportés dans le monde. Aujourd'hui, on va probablement, fin 2023, atteindre 4 millions. C'est le premier exportateur. Devant le Japon, devant l'Allemagne. Alors, on n'est pas encore sur les sommets historiques qu'ont pu connaître l'Allemagne à 4,5 millions de véhicules en unité. Là, je parle uniquement des voitures particulières hors véhicules commerciaux. Et du pic qu'a pu connaître le Japon à 5,5 millions. Mais la courbe est ascendante, elle est même exponentielle et pour l'instant il n'y a pas de ralentissement. Comment c'est possible en 2 ans ? Alors c'est ça, la force de la Chine, c'est de construire une industrie effectivement avec même des surcapacités. Un chiffre qui me surprend toujours moi également, c'est quand vous regardez le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie automobile. Vous pouvez vous dire avec une telle production, on a encore fait plus de 20% sur un an au mois de novembre, ils surutilisent les capacités, pas du tout, on n'est qu'à 75%, c'est même inférieur à ce qu'il y avait avant en 2019, en 2018. Donc en fait, c'est que les capacités de production s'installent encore plus rapidement que la production elle-même n'augmente. Mais ce point-là, il est intéressant parce qu'il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais eu l'occasion d'aller faire un tour des entreprises automobiles chinoises.
Et on se posait déjà la question. J'avais à l'époque eu l'occasion de visiter BYD. Ah bah bien sûr, c'était les seuls, les pionniers, les premiers. Warren Buffett était investi dans BYD à l'époque déjà. Et c'était intéressant parce qu'on leur posait la question de l'exportation. Et la réponse qu'ils faisaient, elle était très claire. C'est de dire, on n'a pas besoin d'exporter. On a un marché qui tourne à plein. On commencera à exporter le jour où notre marché, entre guillemets, ralentira et qu'on n'aura plus de taux d'utilisation de capacité de production suffisamment élevé. Parce que, en fait, pour que ça tienne, et après avoir autant investi, il faut que nos taux d'utilisation de capacité de production restent suffisamment élevés pour rester rentables. Et donc, en fait, ils considèrent ou ils voient l'exportation pas forcément comme un facteur de rentabilité, ou de facteur de rentabilité immédiate, mais surtout comme un facteur pour faire de la rentabilité en Chine, parce que sinon, le modèle ne tient pas. Si on enlève... Et donc en fait, c'est ce qui conduit à des politiques de dumping. Donc on a un modèle qui effectivement est quand même... qui montre là aussi des signes de faiblesse. Ces exportations, c'est pour pallier en fait à la faiblesse intrinsèque de leur marché. Ils ont plus besoin de nous, de notre marché de consommateurs européens. Et c'était quelque chose qui disait que nous, on a besoin de leur voiture. Ils avaient la même réflexion sur d'autres industries en disant en fait l'exportation pour nous sur certaines industries, c'est ce qui nous permet de maintenir notre industrie. Alors ça c'est vrai, c'est-à-dire que quand on regarde la production industrielle chinoise, ce qui est quand même effarant, c'est qu'elle n'a pas du tout décroché de sa tendance 2015-2019. C'est-à-dire qu'on la Chine produit toujours à un rythme absolument effréné. En revanche, la consommation en biens des ménages chinois, effectivement, elle, est bien dans toute sa tendance. Donc on voit bien qu'il y a des surcapacités, ils n'arrivent pas à vendre sur le territoire. Donc on va chercher la croissance à l'export. C'est d'ailleurs ce qui entraîne une baisse des prix en Chine. Hein. Certains parlent de déflation, mais en fait c'est concentré sur les biens manufacturés et sur l'alimentaire. Mais sur les biens manufacturés, on est à moins 1,5% actuellement sur un an. Mais ça permet à la Chine de gagner en compétitivité à l'export. Et en plus, le yuan a quand même sacrément baissé depuis 2 ans. Quand vous regardez ça, nous on calcule un taux de change effectif réel, mais à partir des prix de production. Vous vous rendez compte que la compétitivité de la Chine a très fortement augmenté par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Donc ça renforce leur capacité à exporter. Et un dernier point qui me semble important, c'est que la diversité avec laquelle ils ont réussi à trouver, point d'atterrissage pour leurs exportations. Typiquement sur l'automobile, ils n'exportent pas qu'à un seul endroit. Les exportations sont extrêmement diversifiées en termes de pays. Ça va de l'Amérique latine, ou donc au Mexique, au Brésil, ça va dans les pays du Moyen-Orient, ça va évidemment en Russie, qui est le premier marché désormais de la Chine, ça va en Europe, ça passe par la Belgique, l'Italie ou l'Espagne. Enfin, donc ils ont quand même une diversité, une capacité à exporter dans une multitude de pays qui les protègent. Ils ne sont pas dépendants d'un seul marché en fait. C'est du pragmatisme. C'est aussi, comme le disait Gilles, le signe d'un échec ou d'un non-aboutissement de la réorientation du modèle vers plus de consommation domestique à ce stade. Tout à fait, ils aimeraient avoir plus de consommation domestique, c'est évident. Ça a très bien repris sur les services globalement. Quand on regarde la consommation de services, elle a plutôt bien reparti. La consommation en biens reste relativement déprimée. C'est probablement pour ça qu'on aura des mesures un peu plus actives l'année prochaine d'un point de vue budgétaire en Chine. Encore un mot, Anthony, est-ce que ce que la Chine a réussi à faire sur le plan de l'industrie automobile, on parle du véhicule électrique, alors peut-être un échec du modèle chinois, mais en tout cas, nous en Europe, il va falloir qu'on encaisse la vague électrique chinoise. Ça doit faire réfléchir les Européens sur le fait de laisser rentrer ces véhicules, parce qu'en réalité c'est du pur dumping, et au détriment de nos propres industries. Donc après, ça pose des questions sur le modèle. Est-ce que la Chine peut reproduire la même chose sur les semi-conducteurs? Alors là, hautement stratégique, avec en plus des questions technologiques, de R&D, de propriété intellectuelle, peut-être d'un niveau encore différent. Alors là, il y a un risque aussi, c'est-à-dire que sur l'auto ou sur les SMIC, qui sont les deux exemples un peu criants, parce que typiquement, si on prend l'auto, la Chine avait un déficit commercial assez important en 2014-2015 et même jusqu'en 2019. Aujourd'hui, c'est 110 milliards de dollars d'excédents générés par juste le segment auto et composants. Sur les semi-conducteurs, c'est 40 milliards d'excédents désormais, alors que là aussi, elle était plutôt en déficit sur la décennie précédente. Alors on voit qu'elle ne maîtrise pas encore complètement la technologie les plus abouties que peuvent maîtriser les concurrents sud-coréens ou même ASML côté Pays-Bas. Mais globalement, on voit bien que la Chine monte quand même très très vite en puissance sur ce segment-là. Alors là, il peut y avoir une barrière technologique sur les SMI qu'elle n'a pas eu sur l'automobile. Mais malgré tout, quand elle investit, on voit bien un secteur, elle met tous les moyens en œuvre pour se donner les conditions de sa réussite. Et effectivement, il va falloir que nous, on ait une politique, une réponse européenne qui soit à la hauteur de l'enjeu. Parce que sinon, il y aura beaucoup... Mais ça va être intéressant parce que
le pays qui jusqu'à maintenant était quand même pro-chinois parce qu'il tirait sa croissance de la Chine, c'était l'Allemagne. Aujourd'hui, avec la politique sur les véhicules électriques, le premier pays qui perd des parts de marché, à commencer par la Chine, c'est l'Allemagne. Donc en fait, on peut quand même assister à une volte face. Et c'est là où, en Europe, on s'aperçoit qu'il y a quand même une remise en cause, ce qu'on dit tous, du modèle allemand, qui va quand même obliger l'Europe à se poser des questions. Et compte tenu du poids de l'Allemagne, y compris dans l'immobilisme, ça pourrait peut-être faire espérer un sursaut. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on attend de la Chine pour 2024 un ralentissement. Alors, il y a ce qui est dit sur le secteur immobilier, sur le secteur automobile, je suis d'accord. Il faut regarder l'immobilier. L'immobilier, la crise n'est pas finie. Non. Les excès de dette sont là, l'excès d'offres est là, et ça va continuer de peser sur la croissance. C'est la raison pour laquelle, en effet, on aura probablement des mesures de soutien budgétaire encore l'an prochain. C'est pas des grands plans de stimulation de l'activité, c'est éviter les effets d'entraînement sur le reste de l'économie, et notamment sur la consommation dans d'autres types de biens, de l'inévitable ajustement sur l'immobilier, qui sont des ajustements douloureux, on le sait, qui durent plusieurs années, quand on a des crises immobilières de cette nature. Et donc, c'est une transition probablement plus rapide que ce qu'on avait en tête au début d'année vers un régime de croissance beaucoup plus faible, mais qui sera sans doute plus équilibré, parce que l'objectif des autorités chinoises, il faut l'avoir en tête, c'est sûrement pas d'être tiré par l'exportation. Ils bénéficient aujourd'hui, parce que ça permet d'amortir le choc interne. C'est du pragmatisme d'opportunité. Mais le modèle chinois ne va pas être basé sur les exportations. C'est avant tout un modèle qui doit être basé sur la consommation, un rééquilibrage du modèle de croissance, une croissance plus équilibrée à moyen long terme. Voilà. Donc à court terme, ils savent qu'ils ont une période difficile, et cette période difficile, de notre point de vue, elle va continuer en 2025. Donc on a des hypothèses de croissance qui sont en deçà du consensus pour 2024 et pour 2025. Et dans les années qui viennent, pour nous, on va vers un rythme de croissance plutôt de l'ordre de 3%. Voilà. Alors, une petite incise sur l'Allemagne. L'Allemagne vient d'abandonner ses aides. Oui, les subventions aux véhicules électriques. Pour les aides à l'achat. Avec sa propre règle budgétaire. Mais c'est vrai qu'il y a un débat. La puissance de la Chine sur le véhicule, c'est sur le véhicule électrique. Et donc, c'est ça qui explique le changement complètement radical du positionnement de l'industrie chinoise. Et les Européens s'y sont mis beaucoup trop tard. Et de sorte qu'on a une dépendance sur le véhicule électrique à la Chine qui est plutôt bien identifiée. Donc là, il faut réfléchir. Donc il faudra accepter quand même qu'il y ait une vague de véhicules électriques chinois en Europe. Oui, quelles que soient les barrières ou les stratégies qu'on pourra mettre en place. Il faut se poser une question aussi du positionnement du secteur automobile européen, parce que là, il y a des choix stratégiques industriels qui sont... C'est pas une histoire très très simple, cet arbitrage qu'il y a entre l'importation de véhicules chinois et la stabilité, ou en tout cas le développement du secteur automobile européen. Il ne faut pas non plus tuer le secteur automobile européen, donc il faut être extrêmement vigilant aussi sur les mesures qui sont prises. Si on parle d'investissement, puisqu'on parle du secteur auto, c'est un secteur, c'est un univers d'investissement en Europe. Je vous vois déjà faire la moue, Gilles. Fondamentalement, c'est un secteur de trading. Ah oui. Faire de la création de valeur. Alors, il y a Toyota sur très longue période, et sinon, on peut prendre Ferrari, qui est un cas exceptionnel. Oui, on peut se poser savoir de la question de savoir s'ils si mettaient pas de moteur, je pense qu'ils continueraient à vendre leur voiture. Mais voilà. D'accord. Concrètement, ce qu'on a vu, c'est que Peugeot, qui était donnée morte, comme Fiat, qui était donnée morte cette année, c'est la meilleure performance. Ah oui. Volkswagen, qui était le numéro 1, en fait, ça fait 10 ans qu'il est à peu près au même cours. Renault, on nous vend une transformation du groupe quand même. Il se passe quelque chose. Oui. Il y a une impulsion quand même nouvelle dans un groupe comme Renault. Mais la vraie difficulté, et on le voit avec ce discours sur les véhicules chinois, c'est qu'en fait, vous avez une industrie où, pour la plupart des gens, sauf quand vous êtes vraiment dans le haut de gamme, et donc il faut se poser la question éventuellement d'un Mercedes, mais plus d'un Ferrari ou d'un Porsche, c'est qu'en réalité, pour la plupart des gens, ils ont besoin d'acheter une voiture pour se déplacer. Et donc, le coût est fondamental. Et donc, en fait, vous battez en permanence sur les coûts. Et quand vous battez en permanence sur les coûts, il n'y a pas de marge. Et quand il n'y a pas de marge, c'est très compliqué. Et donc, c'est un secteur, c'est un secteur sur lequel on peut investir, mais plus dans une optique de trading que d'investissement à long terme. Je comprends. La parenthèse Covid, pricing power du secteur automobile, c'est une parenthèse. Mais c'est comme sur les compagnies aériennes. Compagnies aériennes, depuis 50 ans, si c'était uniquement la croissance du chiffre d'affaires qui compte, ce seraient les premières capitalisations mondiales. Je veux dire, non, elles ont toutes fait faillite plusieurs fois. Parce que c'est un secteur où, à la fin, vous battez sur les coûts, parce que le service qui est délivré, vous voulez aller vous rendre du point A au point B, parce que vous voulez que ça vous coûte pas cher. Et les voitures, c'est à peu près pareil. Vous voulez vous rendre avec 4 roues, 2 portes ou 4 portes. Bon, et puis si vous êtes à payer un peu plus pour avoir une couleur rouge, je sais pas quoi, tant mieux.
Ouais. C'est un secteur qui est extrêmement... Et pour aller dans le même sens, en plus, c'est que quand vous regardez les coûts, typiquement les voitures qui sont produites aujourd'hui en Chine, c'est 30 à 40% moins cher. Alors il y a évidemment une partie qui vient, on va dire, de toutes les subventions qui sont données par le gouvernement, parce que clairement le secteur auto chinois est sous perfusion, mais il y a également une partie qui vient du fait que l'industrie chinoise est à la frontière technologique. Quand vous regardez le niveau de robotisation, il est extraordinairement élevé en Chine. Et c'est là où Stellantis c'est intéressant, c'est qu'en fait ils ont bien compris ce ce qu'il faut faire, c'est de la massification, parce qu'à ce moment-là c'est des stratégies de volume, et donc il faut aller chercher des volumes pour essayer de faire standardiser. Intéressant. Renault n'a plus cette stratégie-là aujourd'hui. On suivra le secteur auto en 2024 et le reste. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Anthony Morlet, Lavidali, Rexecode, Gilles Guibou, AXA IM et Didier Borowski, Amundi Institute.